Bonjour à tous. Dans ce webinaire qui est consacré à la transformation des marques, par ce grand soleil, un peu froid, mais par ce grand soleil, on est ravis de tous vous accueillir. Donc, nous sommes deux. Sandy, qui est directrice générale adjointe de Spark News, formidable entreprise qui a été et qui est toujours un pionnier du Positive Impact, créé par Christian de Boisredon en 2011, voilà, et qui accompagne les entreprises dans leur transformation culturelle au service de l'impact positif. Voilà, et moi-même qui suis cofondateur de l'agence Pulp, qui est une agence spécialisée sur les marques et leur design, qui porte le positive design pour faire en sorte que la manière de travailler le design et les marques aboutissent à un impact positif. Alors, si vous êtes connecté avec nous aujourd'hui au sujet de ce sujet bouillant et bouillonnant qu'est la transformation des marques et qui est en plus un sujet d'actualité, je voudrais juste faire le lien évidemment avec le projet de loi climat et résilience issu de la Convention citoyenne pour le climat qui a été présenté hier en Conseil des ministres. Alors, on y parle score carbone, vrac, consigne, régulation de la publicité, donc des sujets qui sont éminemment d'actualité pour les marques, qui avancent, pas autant qu'on le souhaiterait, puisqu'ils ne vont pas forcément permettre d'aller aussi vite sur la réduction des émissions à effet de gaz à effet de serre que la France s'est fixée. Ça, c'est une première actualité. La deuxième actualité qui est importante et qui aussi impacte les marques, c'est ce phénomène qui est en cours sur le changement de statut, en tout cas l'évolution du statut des entreprises, puisqu'on a dépassé la barre des 100 entreprises à mission, là, très récemment, donc 60% de plus au dernier trimestre 2020. C'est peu, mais ça s'accélère, et cela va nécessairement entraîner les marques dans un nouveau sillage. Et puis, dernière actualité qui montre que ce sujet est bouillant, c'est évidemment les états généraux de la communication qui se sont tenus fin 2020, organisés par l'Union des marques, la ACC, l'UDECAM, et qui cherchent à nous faire tous réfléchir et avancer sur la communication responsable et la responsabilité des marques, justement, dans l'émergence de ce nouveau modèle de communication. Donc, nous sommes deux pour vous accueillir aujourd'hui sur ce sujet-là, parce que la transformation des marques est un chantier immense. Concilier le business et l'impact positif, on le sait tous, ça n'est pas une mince affaire. Et donc, pour aider les marques à avancer, il faut être à la fois empreint d'une nouvelle culture, celle de l'impact positif, et il faut aussi être familier des rouages avec lesquels une marque, des équipes marketing travaillent et de la réalité du terrain et du business. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes, Mathieu et moi, rassemblés. Alors, on a l'enjeu de la transformation culturelle et le rôle de la marque, en fait, dans cette dynamique. C'est ce qu'on a abordé pendant le premier épisode de cette série. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'offre qui est positive native. Et on a trois invités qu'on qualifie de positive leaders. Voilà, qu'on a réunis autour de cette table virtuelle, que nous remercions d'ailleurs d'être là et du temps qu'ils vont consacrer à l'ensemble des personnes qui nous écoutent. Alors, il y a d'abord Joël Tronchon, qui est directeur de la RSE du groupe SEB. Bon, le groupe SEB, c'est toujours bien de le rappeler, c'est un leader mondial d'origine française, formidable. Qui est leader du petit équipement domestique. Il y a à peu près une trentaine de marques dans le monde. C'est un acteur qui est engagé depuis longtemps sur le plan environnemental et social. Voilà, donc il va partager avec nous un projet qui a été mené au sein du groupe SEB et qui est absolument passionnant. Mélanie Membré, qui est une fondatrice énergique de Vin au Vert, qui est une des références en France du tourisme durable. Qu'on accueille aussi, et Geoffroy Blondel de Joigny, non moins énergique, co-créateur de Nature Opéra en 2013, qui est devenu en quelques années leader de la couche bio, entre autres d'ailleurs offre en France, et face à Procter et autres monstres classiques, qui nous parlera de son expérience
voilà, menée depuis 2013. Alors, une offre positive native, Kesako, c'est le premier sujet qu'il faut que l'on aborde ensemble. On connaît tous l'intitulé Digital Native, évidemment. C'est le petit nom donné aux marques qui, dès l'origine, dès leur développement, au cœur de leurs promesses, au cœur de leur modèle, reposent sur le web. Donc, la logique aujourd'hui du positive native est à peu près la même. Ce sont des marques ou des offres qui placent leur engagement, leur contribution à la société dans les gènes de départ. Donc, on parle bien d'autre chose que de juste compenser ce qu'on appelle des externalités négatives, mais bien de placer la volonté et l'impact sur la société au cœur de leur ADN. Alors, au gré des consultations que Pulp a pu vivre récemment, au gré des missions que nous, côté Spark News, nous vivons également, on assiste à deux mouvements. Mathieu, tu peux nous parler du premier? Oui, alors le premier, il est porté par, on va appeler ça des marques traditionnelles, qui revisitent ou qui créent un produit ou un service, d'ailleurs, au sein de leur portefeuille. Et à partir de ça, ça va devenir une forme de référent interne qui va inspirer. Alors, David Garbous, qu'on avait invité au précédent webinaire, qui était directeur marketing de Fleurmation, nous en a très bien parlé. Il a commencé à insuffler cette idée de responsabilité en partant du surimi, qui a inspiré le core business qui était le jambon, qui regardait ça un petit peu à distance à l'origine et qui, au fur et à mesure des succès rencontrés d'ailleurs, s'est dit que c'était important de pouvoir aussi le mettre dans son core business. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a cette partie-là et qui est de plus en plus importante dans qui est de plus en plus importante en fait dans ces entreprises. Voilà. Et puis après, il y a le second qui est incarné par des marques qui sont nées comme ça, qui vraiment ont débuté leur projet d'entreprise de cette manière-là, qui sont fondées avec cette intention et cette idée, et qui ont décidé d'entreprendre avec ça comme point de départ fondamental. C'est vrai que c'est deux cas de figure qui sont assez différents. Alors, lors justement du premier webinaire, pour illustrer ce deuxième mouvement, donc ces marques plus récentes qui placent alors au cœur de leur vision, leurs promesses, leur mission, leur USP, leur raison d'être, quels que soient les termes qu'on utilise, elles cherchent résolument et prioritairement, et ça c'est un point essentiel, prioritairement à être contributives. Alors, Aude Gamberini nous expliquait justement quel est le driver principal de toute son équipe, donc l'équipe des deux vaches, marque ultra frais du groupe Danone. Et en priorité, mais vraiment au premier niveau, c'est la volonté de pérenniser l'activité des éleveurs avec lesquels ils travaillent. Donc on est bien sur un premier objectif qui est un changement de paradigme et qui est de s'intéresser véritablement à la vie des éleveurs avant même finalement de s'intéresser à la performance économique de son offre. Alors, quand la performance est là, ça va beaucoup mieux. Et là, c'est le cas. Donc, après 10 ans de boulot. Autre exemple, Cécile Mers, lors du premier webinaire, nous insistait vraiment sur justement la cohérence entre le statut même de son entreprise, Enercop, qui est un acteur de l'énergie singulier, puisqu'il a une forme de coopérative, et donc sur la cohérence entre le statut de cette entreprise coopérative et finalement l'alignement de son mix marketing. Donc, on voit que dès que l'on souhaite être contributif, on place des priorités et même un fonctionnement complètement différent du marketing habituel. Alors, on pourrait croire que ces marques récentes sont petites, vont rester confidentielles. Ça, je pense que ce serait oublié. D'abord, qu'il y a eu des précurseurs et des marques référentes. Vous connaissez, je pense, tous les deux marques que l'on cite très régulièrement comme inspirante, Interface, qui dans les années 70 a intégré la recherche, en tout cas le développement durable et la recherche d'impact positif tout au long de son développement. Donc on est dans l'univers des moquettes et des dalles de moquettes. Ou autre exemple très inspirant que nous connaissons tous, qui est Patagonia, avec son fondateur et l'ensemble de la dynamique qu'il a su développer depuis la création de cette marque.
Et donc, ces marques-là, ce qui nous intéresse dans les marques un peu plus récentes, et nous avons deux invités pour nous éclairer, c'est véritablement de pouvoir comprendre quelle est leur ambition et la façon avec laquelle elles arrivent à se déployer et à faire rimer justement cette raison d'être et la performance économique. Alors, on va commencer, puisqu'on va nous parler de deux mouvements. On va commencer avec le premier mouvement et avec le groupe SEB et Joël Tronchon, qui est là aujourd'hui avec nous. Joël, on va parler et mettre en perspective ensemble toute la démarche du groupe et une de vos dernières innovations, qui est une gamme design inclusif. La première question que je vous adresse, Joël, c'est justement quel est le driver principal qui a motivé et conduit votre groupe à intégrer le développement durable, la responsabilité vers l'impact positif au cœur de son histoire et, plus récemment, je le crois, au cœur de la démarche marketing. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc, le driver, en fait, on n'est pas effectivement, on est une marque historique, traditionnelle. Nous sommes des marques d'ailleurs, parce que le groupe SEB, c'est une quantité de marques assez connues. Donc, c'est Roventa, c'est Moulinex, c'est Tefal, et Krups et VMF. Mais en fait, je crois que dès l'origine, même si on n'est pas Positive Native comme Patagonia ou d'autres, juste une anecdote pour l'histoire. En 1857, le premier métier du fondateur de SEB, qui s'appelait Antoine Lescure, il était rétameur de casseroles. Un rétameur, en fait, c'est un métier qui consistait à réparer les casseroles pour les faire durer plus longtemps. Donc déjà, dans l'ADN historique, il y a cette histoire de durabilité. Donc c'est intéressant de voir que des années après, on est revenu finalement aux fondamentaux sur la réparabilité, la durabilité et l'économie circulaire notamment. Alors, le fait que ça soit ancré chez SEB et comment ça s'incarne, je crois qu'en fait, une des raisons pour lesquelles ça commence à prendre de la cohérence, nos engagements, c'est que on n'est pas prisonnier d'un seul engagement ou on ne s'est pas concentré sur un seul engagement RSE ou développement durable. Je crois que c'est aussi important. On va peut-être parler plus aujourd'hui d'économie circulaire, de RSE et d'impact planète, mais je pense que le groupe SEB, c'est aussi, il a essayé de mener de front à travers son histoire les deux aspects de la RSE, aussi bien le volet économique, bien sûr, parce que c'est un groupe qui gagne de l'argent et ce qui lui permet de réinvestir, mais le volet social aussi, et dont on parle pas forcément toujours beaucoup, il est aussi important, c'est-à-dire que vous pouvez faire des produits éco-conçus, durables, à impact positif, ça c'est très bien, mais si dans votre composante sociale, la manière de traiter vos salariés dans le monde entier, dans la manière de traiter les parties prenantes aussi, les fournisseurs, les ONG, les associations de l'économie sociale et solidaire, enfin tous ces partenaires de l'écosystème. Je pense que c'est aussi important de faire ça que de faire des produits ou des offres à impact positif. Je pense que la cohérence et la légitimité aussi, y compris avec tous les gens de l'interne qui travaillent sur ces sujets-là, puisque tous les métiers chez SEB sont impliqués dans l'engagement RSE. Je crois que c'est cette cohérence entre le social et l'environnemental et l'économique qui fait que ça fonctionne et que c'est crédible aussi en interne et que tout le monde est engagé dans la même voie. Donc on travaille, nous, un des facteurs clés de succès, c'est vraiment d'embarquer tous les métiers. Le développement durable, c'est le catalyseur ou l'aiguillon selon les cas. Mais vraiment, tous les métiers sont embarqués. Ils ont tous une feuille de route qui partagent d'ailleurs selon les thématiques, qu'on soit R&D, marketing, commercial, financier, acheteur, chercheur. Chez nous, tout le monde est engagé ou en tout cas participe sur une partie ou sur plusieurs projets à la démarche développement durable. Donc, je crois que c'est à la fois la cohérence et puis c'est aussi l'implication de toutes les parties prenantes, à commencer par l'interne, parce qu'il y a aussi souvent des groupes qui écoutent beaucoup leurs parties prenantes extérieures, mais la première partie prenante, c'est quand même les salariés. Et je crois que pour arriver sur le chemin qu'on a parcouru, il faut effectivement cet engagement des salariés dans tous les projets de développement durable, sans quoi on ne ferait pas grand-chose. Et Joël, justement, dans cette trajectoire qui date des années 50, comment s'est positionné le marketing ? Alors, le marketing, c'est vrai que les années 50, 54, c'est le lancement de la cocotte minute. Donc forcément, la cocotte minute, c'est le produit durable par excellence. D'ailleurs, vous le transmettez en général aux générations futures, et c'est un produit en plus qui est réparable sur 30, 40 ans sans problème.
Donc, le marketing, en fait, il s'est assez bizarrement, c'est peut-être le métier qui s'est mis le plus tard au virage durable. En tout cas chez Seb, hein, je ne généralise pas. Pour une bonne et simple raison que il y a deux raisons. La première, c'est que on est dans un groupe qui a plutôt du succès depuis longtemps, et c'est plus difficile. Quand vous êtes au pied du mur, quand le business va pas bien, il y a une prise de conscience et un électrochoc dans toute l'entreprise, et le marketing se dit allez, de toute façon il faut qu'on invente autre chose parce que sinon on va droit dans le mur. Ça n'a jamais été le cas chez Seb, ce qui est une difficulté quand même, parce que quand l'offre traditionnelle va très bien et se vend très bien, c'est plus difficile de faire bouger les équipes marketing qui disaient écoutez, est-ce que les consommateurs sont prêts? Et puis de toute façon, l'activité va très bien comme ça. Est-ce qu'on ne prendrait pas trop de risques à casser les codes? Donc, on a eu ces réticences au départ, pas parce que les gens n'étaient pas convaincus individuellement, ils l'étaient, mais en disant attention, on est leader sur plein de catégories. Est-ce que le consommateur est prêt? C'était vraiment ça la question. Et puis en fait, depuis quelques années, le marketing est très très push et très très accroché au développement durable parce que le consommateur tout simplement a bougé. Le consommateur attend des marques et de nos produits qu'ils aient un impact positif. Et donc maintenant, ils sont plutôt à fond et ils sont très moteurs. Mais c'est vrai que il y a eu une évolution assez lente. Paradoxalement, les gens chez nous de la recherche, par exemple, du design, de la recherche, étaient plus push sur le développement durable et poussaient des technologies, poussaient des approches un petit peu plus rupturistes que ce qu'attendaient les marketeurs il y a encore quelques années. Donc maintenant, c'est vrai que le virage est largement fait et les marketeurs maintenant alimentent et sont même push sur ces sujets-là de manière extrêmement forte en inventant des nouvelles catégories ou des nouveaux usages de nos produits ou des nouveaux services aussi autour des produits qui aient de l'impact positif, que ce soit d'ailleurs pour l'environnement ou la santé des consommateurs ou le fait de leur faire mieux manger ou de faciliter la cuisine fait maison. Super. Et justement, avec cette gamme de design inclusif, vous nous expliquiez avoir pris un chemin avec les marketeurs finalement qui peut paraître habituel, celui d'intégrer parmi les parties prenantes consulter les consommateurs, qui est un réflexe de marketing pur, écouter ces consos, les connaître, faire le point sur leurs attentes. Mais il me semble que là, vous les avez écoutés d'une autre façon, notamment en prenant en compte les retours SAV qui sont très, très souvent laissés de côté par les équipes marketing, parce que synonyme quand même de pas mal de points qui grattent et de points difficiles à craquer. Racontez-nous. Alors, les retours SAV, c'est important. En fait, c'est important à plusieurs titres. C'est parce que on a, d'ailleurs, c'est grâce à l'écoute des consommateurs et au retour SAV qu'on s'est aussi lancé de manière pionnière dans les produits réparables il y a quelques années. Et en plus, le retour des consommateurs nous permet aussi d'améliorer la qualité des produits, de corriger, le cas échéant, des défauts qu'on pourrait détecter sur des lancements de nouveaux produits, par exemple innovants. Donc oui, c'est très important. Alors sur le design inclusif, en fait, l'idée là, c'est effectivement, on s'est aperçu, on avait fait ça il y a quelques années, de longues années, avec l'Institut de la Vision. On avait convié avec l'Institut de la Vision des consommateurs, des utilisateurs de nos produits qui avaient des handicaps visuels et on leur avait dit écoutez, regardez comment c'est facile à utiliser ou comment c'est pas facile, et on avait été très surpris par les feedbacks des différents utilisateurs et on avait constaté que nos produits n'étaient pas vraiment inclusifs. Et on s'était dit, ça avait posé beaucoup de questions à nos marketeurs et à nos chercheurs en disant, mais pourtant, on avait fait attention à un certain nombre de choses et en fait, on n'avait pas vraiment une checklist extrêmement probante. Donc, on a pris le sujet un peu différemment. On s'est associé à France Handicap, donc ex-APF, avec des ONG. On a travaillé aussi avec Handicap International en amont sur ce projet-là. Et on s'est dit, voilà, il n'y a que les utilisateurs qui pourront nous dire quelles sont les caractéristiques extrêmement importantes pour faire des produits à un design universel, un design inclusif. Donc, en gros, et quand je dis tous, c'est pas que le handicap, c'est toute forme de handicap ou de besoins particuliers. Il y a des gens qui vieillissent, qui ont des problèmes d'arthrose, de préhension. Il y a des gens dont la vue baisse,
pour des problèmes X ou Y, qui voient pas très bien. Il y a des gens qui ont des problèmes cognitifs, qui ont du mal à lire nos notices, qui comprennent pas vraiment les instructions. C'est qu'on les explique pas toujours bien aussi. Voilà, il y a plein de types de handicaps visibles, non visibles, psychiques, cognitifs, voilà, et sensoriels. Il y a plein de. Et donc, on est parti, on a fait du design déjà de base. On a écouté, on a vu les consommateurs nous manipuler les produits et nous expliquer ce à quoi il fallait faire attention. Et nos équipes design ont réalisé un travail extraordinaire. Ils ont codifié une méthodologie qui est universelle parce qu'elle s'applique à tous les produits et à tous les services, où ils ont dit, si vous voulez designer des produits ou des services au design inclusif, il faut faire attention à toutes ces catégories-là. Et il y a une méthodologie en amont quand vous imaginez un nouveau produit. Vous devez faire attention à une multitude de détails qui sont détaillés dans le guide qui est en open source. Et donc vraiment, c'est grâce aux utilisateurs eux-mêmes qu'on a pu faire ce guide. D'ailleurs, il y a une petite vidéo dans le lien du guide qui est open source, qui est accessible sur notre site ou sur celui de France Handicap. Vous verrez que vous voyez les utilisateurs qui on a travaillé vraiment avec eux pendant plusieurs mois pour arriver à produire ce guide. On est vraiment parti de leur vécu de consommateurs qui utilisent nos produits dans la cuisine. Donc voilà. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé à faire ce guide qui évidemment se traduit par une gamme, la première gamme qui a été designée avec cette méthodologie-là, qui sort dans quelques semaines, qui s'appelle Includéo, et où on a une machine à café, une bouilloire et un grille-pain. Et évidemment, on est en train de former toutes les équipes marketing et R&D. On a traduit le guide aussi en anglais pour pouvoir former toutes nos équipes à l'international pour que cette première gamme-là soit suivie de plein d'autres gammes dans les années à venir au niveau des différentes marques du groupe SEB. Et Joël, j'ai l'impression que vous allez encore plus loin puisque ce guide est en open source. Finalement, vous le partagez avec l'ensemble du secteur et du marché. Donc, l'impact que vous recherchez va au-delà du périmètre business du groupe SEB. Oui, complètement. Alors, il y a effectivement, il y a des idées business derrière tout ça, parce que évidemment, le vieillissement de la population, le fait qu'il y a toute forme de handicap aujourd'hui qui sont mal appréhendés par les marques, ça nous différencie vis-à-vis de nos concurrents, c'est une évidence. Mais on est parti vraiment là sur aussi en regardant le côté améliorer la vie des gens, le côté de l'impact social. En fait, ça va aussi lié au fait que les gens, vous savez que le maintien à domicile, c'est un sujet important. Nos produits durent de plus en plus longtemps. Les gens restent de plus en plus longtemps à la maison. En tout cas, c'est ce qu'on leur souhaite. Et donc, il y a une vraie problématique de comment ils utilisent nos objets dans le temps long, et quelle que soit leur santé, leur handicap, leurs besoins. Donc, c'est vraiment ça qui a dicté donc, il y a un aspect business, mais il y a un aspect aussi d'impact sociétal majeur, parce que on a des produits que les gens utilisent tous les jours. Parce que le souci, il vient de là aussi. C'est que une cafetière ou une bouilloire que vous utilisez tous les jours, et si tous les jours vous éprouvez une difficulté, c'est vraiment un point à lever pour nos designers. Et à quel point ça vous fait toucher à votre mix marketing finalement, d'oser intégrer dès la conception des objectifs justement d'impact sociétaux au cœur des gammes et des produits? Alors, il y a deux choses, il y a deux aspects. Ça fait bouger le mix marketing. Déjà, il y a quand même des choix de technologie, de matériaux qui sont importants. C'est-à-dire que vous faites des choix. Si vous voulez faire du design inclusif, vous pouvez pas, vous pouvez pas rogner sur la valeur et parce qu'au bout d'un moment, c'est pas possible de faire du design inclusif. Donc, il y a quand même des choix de qualité, de choix de matériaux, d'options de design et d'ergonomie qui sont extrêmement probantes et importantes à trancher par le marketing. Donc déjà, c'est pas neutre sur la qualité des produits. Après, et vous le voyez sur la nouvelle gamme, elle est très qualitative. Il s'agit pas de faire des produits low cost, c'est l'inverse. C'est plutôt des produits à valeur ajoutée. Deuxième aspect, en termes de mix marketing, ça vous oblige quand même à aussi à imaginer des produits qui ont un impact, parce que à partir du moment où vous dites notre produit doit être utilisé universellement, ça veut dire aussi que cette démarche-là, elle va au-delà du design inclusif, c'est de dire finalement nos produits de demain, qu'est-ce qu'ils nous apportent réellement dans les cuisines ou dans les salles de bain de nos consommateurs ou dans la maison de nos consommateurs. Typiquement, nos axes de recherche et de nouveaux développements de produits, ils vont sur les produits à impact. Comment on aide les gens en gros à mieux manger et à manger plus sain. Donc, on développe des nouveaux produits, des nouveaux services, des recettes, etc., qui poussent là-dessus.
Je prends un autre exemple que pendant la cuisine, on vient de lancer là tout récemment, et ça sort dans quelques mois, un produit qui vient assainir la maison et qui vient nettoyer et enlever les virus de tous les textiles. Typiquement, voilà, mais la maison saine aujourd'hui, depuis le Covid, c'est un sujet important et il faut qu'on ait un impact positif santé et c'est à nous d'inventer ces produits-là. C'est à personne d'autre. Donc du coup, voilà, on est en train de maintenant notre marketing. Cette logique de dire on design des produits pour tous, universels, ça c'est une chose, mais c'est aussi maintenant ancré dans le développement d'un nouveau produit. Quel impact ça a dans nos catégories de produits pour la santé, pour la maison saine, pour la cuisine saine et durable, etc. Dernière question, Joël, et on se gardera bien sûr du temps pour vous faire réagir à des questions de l'auditoire. Comment réagit la distribution à cette démarche, cette approche, et par exemple sur cette gamme de design inclusif, comment vous envisagez son modèle de distrib? Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a évidemment un très bon accueil de nos clients distributeurs, mais au-delà de ça, enfin, souvent on oppose voilà les relations fournisseurs et fabricants et distributeurs. Franchement, sur les sujets de développement durable, c'est très coopératif. Très coopératif. On travaille très en amont avec les enseignes sur ces sujets-là. Ils viennent nous voir et nous chercher, même quand ils se posent des questions. C'est-à-dire que c'est vraiment du travail coopératif. On n'est pas dans la négo, on n'est pas dans le. Et sur ce sujet-là, on a eu un accueil très favorable. Mais sur d'autres, sur l'économie circulaire, on a en ce moment des coopérations extrêmement intéressantes avec différentes enseignes et on teste des choses ensemble. On prend des risques. On partage aussi les succès et les échecs. C'est un champ coopératif dont on parle peut-être pas assez entre clients, entre fournisseurs et distributeurs qui est extrêmement fort et on a un très bon accueil. Super. Merci Joël. Peut-être Sandy, par rapport à ce que Joël est en train de nous raconter, c'est vrai que c'est des personnalités entrepreneuriales, on les a appelées positive leaders, hein, mais je trouve que c'est des noms qui vont bien. Quel rôle ils peuvent tenir ou doivent tenir en fait quand Spark News travaille avec les marques et les entreprises? Comment est-ce que au-delà de la contribution interne, comment est-ce qu'elle s'exprime aussi dans votre manière de faire, parce qu'on sent qu'il y a une vraie richesse. Oui. On sollicite souvent Joël, ce n'est pas la première fois qu'on sollicite Joël pour intervenir. Il y a quelque temps, Joël, vous étiez intervenu au club de l'innovation positive, qui est devenu le club de la transformation positive, parce qu'en fait, chez Spark News, pour permettre cette accélération de la transformation culturelle, on est convaincu qu'il faut se faire connecter ceux qui ont réussi à passer le cap et ceux qui sont aujourd'hui en train de se questionner. C'est-à-dire clairement qu'à chaque fois qu'on intervient pour accompagner une entreprise ou une marque, la première chose que l'on essaye de faire, c'est de faire bouger dans l'esprit de ceux qui constituent l'entreprise et la marque et de leur montrer que oui, c'est possible. Donc, c'est en rencontrant des positive leaders et des entreprises comme Joël Tronchon et Groupe Seb, en comprenant les ressorts, le pourquoi, le comment, la façon avec laquelle ça a été mis en œuvre, qu'on arrive à faire comprendre à d'autres entreprises et à d'autres marques et à d'autres équipes et cadres dirigeants que oui, c'est possible, et que ça appelle exactement ce que Joël vient de raconter, une nouvelle forme de coopération qui dépasse le cadre habituel de la recherche de performance court terme de l'entreprise au sein de ses équipes, sans prendre en compte ni les parties prenantes, ni tout simplement les rôles modèles dont on peut s'inspirer. Donc, nous aimons et nous tenons à faire intervenir systématiquement des positive leaders pour venir illustrer tant par leur vision que par leur pratique que l'impact positif, donc les concilier business et impact, c'est possible. Et je pense que le témoignage de Joël vient encore une fois nous éclairer. D'accord. Alors, on va passer avec notre deuxième invitée, donc Mélanie. Une fois de plus, merci d'être là. Alors, même type de question, Mélanie. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quelle a été l'origine, ce qui a fait que Vauvert est né, pourquoi c'est né et
et peut-être aussi comment est-ce que ça a évolué, parce que ça, il y a eu des étapes, et ces étapes sont importantes par rapport à une entreprise, alors là, vraiment RSE native, et quelles ont été les étapes de maturité de cette entreprise qui reste tout de même très jeune. Oui, oui, exactement. Bonjour Mathieu, bonjour Sandy. Merci aussi de laisser la parole aux jeunes initiatives comme la mienne. Oui, je suis la fondatrice de VaOvert. VaOvert.fr, c'est une plateforme de réservation d'hébergement touristique écologique en France. On a deux ambitions principales. La première, c'est de montrer en tout cas une alternative au tourisme de masse, donc montrer qu'on peut redécouvrir en fait le voyage d'une manière plus responsable et tout en justement en activant tous les bienfaits du vrai voyage, c'est-à-dire le ressourcement, la découverte, le dépaysement, avoir un vrai bonus en tout cas de son moment de vacances de l'année. Et le deuxième impact, la deuxième ambition, c'est aussi de faire redécouvrir tout simplement la France à ses habitants. Parce que c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui ressort de mes différentes expériences. J'ai énormément voyagé, j'ai un passif à la fois de grande voyageur à travers le monde en mode backpackers où je partais 5 semaines tous les ans, vraiment m'immerger dans un territoire et être au plus proche en fait de leurs problématiques et de découvrir en fait leur culture propre à eux. Mais aussi, c'est là, à ces moments-là, que je me suis rendu compte que plus on prenait conscience de son territoire, de ses richesses, qu'on connaissait, et tout simplement on commence à aimer là où on habite, et de là quand on aime, on a tout simplement envie de protéger. Donc là, c'est vraiment le côté philosophique que je dirais que j'apporte avec VaOvert. Donc au début, tout simplement, j'avais idée d'avoir une sorte de site internet annuaire. L'idée, c'était de quitter mon précédent emploi et de continuer à voyager tout en gérant depuis mon ordinateur mon petit annuaire, on va dire. Et très vite, au fur et à mesure, quand j'ai commencé, la première chose, c'est que je suis allée au plus proche des établissements touristiques français qui partageaient ces valeurs et cet ADN. Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de besoins, que tous, il y avait des initiatives qui étaient en place, mais qui manquaient en fait de mise en lumière. Ils se sentaient un peu tout seuls dans leur coin, et donc c'est là qu'en fait on a vraiment aussi décidé de créer une communauté, de les fédérer, de les sensibiliser. Et comme l'a dit tout à l'heure Sandy, en fait tout simplement par ce biais on essaye d'avoir des exemples inspirants pour montrer en fait que ça fonctionne, qu'en plus de ça, le retour en tout cas utilisateur, c'est-à-dire voyageur, est beaucoup plus satisfaisant. Ils ont un taux de remplissage qui est meilleur, et ils ont un taux de fidélité aussi qui est meilleur. Donc c'est là où tout naturellement, après ça s'est mis en place et qu'on a créé VaOvert avec une ambition du coup beaucoup plus forte, qui est complètement de devenir l'alternative aux grandes plateformes existantes du type Booking ou Airbnb. Et alors, quand on a préparé ce webinaire, et puis dans le fil du travail d'ailleurs qu'on mène ensemble, tu m'as dit qu'en fait, tu as une première étape où finalement, tu avais fait VaOvert par rapport à ton référent un peu personnel, c'est-à-dire c'était un VaOvert pour Mélanie, et que tu t'es rendu compte à un moment donné qu'il était temps de le faire beaucoup plus pour des clients, et il fallait qu'il y en ait parce que tu es une entrepreneuse. Comment ça s'est passé en fait, ce déclic au-delà de la nécessité économique? C'est vrai que je suis partie un peu. Alors bon, je suis quelqu'un de très entreprenant à la base, et c'est vrai que quand j'ai une idée, je fonce. C'était ma première expérience d'entrepreneuriat, et en fait, tout simplement, les premiers messages, en tout cas, de VaOvert auprès du grand public étaient très engagés. Moi, tout simplement, VaOvert aujourd'hui est né engagé, mais parce que c'est mes valeurs en fait que j'ai transférées à mon entreprise. Et de ce fait, tous mes messages commerciaux étaient très minimiser votre impact environnemental, votre impact carbone, voyager engagé, responsable. Et en fait, c'était, je parlais à ma cible qui était moi-même, la personne très engagée, mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'utilisais en fait un entonnoir mais inversé,
C'est-à-dire que mon message rentrait presque dans les préjugés un peu de l'écologie, le côté un peu chiant, donneur de leçons, etc. Et au final, rebutait tous les sensibles ou tous les curieux à cette démarche-là. Et donc, au fur et à mesure des premiers mois d'activité, des premiers indicateurs, je me suis tout simplement rendu compte qu'auprès du grand public, il fallait rester sur la vraie expertise de Va au Vert, qui est de vendre du plaisir, du voyage, des vacances, un séjour ressourçant en France, et d'avoir après de positionner le message très écolo engagé en seconde position pour être vraiment le petit bonus en plus d'avoir choisi une entreprise française pour voyager. Et tu sais qu'en plus c'est une entreprise qui est engagée et qui elle-même a mis en place des choses qui lui permettent d'être aujourd'hui neutre au niveau carbone. Et dans la manière de faire, par exemple, le rôle, qu'est-ce que tu as utilisé comme moyen pour finalement faire comprendre ça à tes clients? Alors la marque, le design, tous ces éléments-là, comment tu les as joués? Pourquoi tu les as joués d'ailleurs aussitôt dans ton process? Parce que c'est arrivé assez tôt dans ta démarche, ce qui n'est pas forcément le cas. Qu'est-ce que tu en as tiré finalement de ça? Pourquoi est-ce que tu as fait ça et qu'est-ce que tu en as tiré? Alors, c'est les problématiques que moi je rencontrais, c'est-à-dire que très facilement quand j'allais à l'étranger, que ce soit en Asie du Sud-Est, en Amérique centrale, la communication, en tout cas tourisme durable, est là et ancrée depuis un certain temps. Le défi était de faire amener ce concept en France qui existait depuis à peine 10 ans, donc un marché niche complètement naissant, pas du tout organisé. Et aussi une clientèle, c'est-à-dire un utilisateur final qui est pas du tout aujourd'hui pas éduqué, mais en tout cas sensibilisé à cette alternative au tourisme. On parlait de l'alimentation, de la cosméto, mais en fait le voyage avait rien du tout d'écologique dedans. Et en fait, le premier truc, c'est moi-même, c'était très compliqué à trouver l'information et à comprendre en quoi l'établissement en tant que tel était engagé, quelles étaient ses initiatives. Là, tout de suite, on rentrait dans des critères et des informations de labels, de chartes. Donc voilà, c'était par exemple, cet établissement consomme à plus de 70% des énergies renouvelables. Donc, vous voyez, par rapport à une offre de tourisme qui fait rêver, on est tout de suite quasiment dans une notice de médicaments, quoi, le truc qu'on lit pas et puis qui donne pas du tout envie de lire. Et donc, là, a commencé ma première démarche en design. D'ailleurs, à l'époque, je savais pas que c'était du design. Maintenant, je vois beaucoup mieux tout ce qui est le design. Donc là, oui, c'est le design de l'offre. Et pour ce faire, on a créé l'indice Va au Vert, qui est en fait vraiment notre innovation qui est reconnue et aujourd'hui soutenue aussi par l'État et les institutionnels. C'est-à-dire qu'on a créé un algorithme qui permet déjà, qui a une lecture en 2 niveaux. Premier niveau, c'est simplement connaître en 2 secondes le niveau d'engagement écologique de l'établissement avec un score. Et deuxième niveau, c'est en allant plus loin, on peut voir par thématique l'engagement de l'établissement avec, en plus de ça, de voir exactement les détails des initiatives. Le tout derrière, tout simplement, c'est par exemple, Mathieu, si demain tu veux tes vacances prochaines, tu te dis chez moi j'ai un petit jardin, je voudrais faire un jardin potager, je connais pas la permaculture. Et là, grâce à cet indice, sur nos annonces, tu peux voir les établissements qui pratiquent la permaculture et tu sais que tu vas tomber avec un passionné qui va te partager tous ces petits conseils pour y arriver. Et alors justement, tu me disais que alors, ce qui est absolument fascinant dans tout ce que tu as entrepris, c'est que finalement, il y avait à la fois un vrai besoin, que tu l'as adressé à ta manière, de manière assez précise, et que plus tu avances, plus finalement, tu m'expliquais que l'État commençait à être intéressé par justement ton mode de calcul, ou ton mode d'appréciation d'ailleurs, c'est peut-être un peu plus juste, et que l'espèce de yucca du voyage que tu étais en train d'inventer pouvait devenir une forme de norme moderne, évoluer par rapport à comment être finalement dans notre pays quand on y voyage pour les vacances. Et ça finalement, c'est venu tout seul. Ça vient beaucoup plus rapidement qu'on ne croit, sans qu'on s'y rende compte. Comment ça se processe, ça? Clairement, sur le moment, c'était pas l'idée en fait, mon indice. L'indice Va au Vert, c'était surtout pour faciliter la sensibilisation des voyageurs et des touristes, mais c'est aussi pour répondre à un besoin, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le marché et l'industrie du tourisme en France
est faite de telle manière que déjà, il faut savoir que la France, on est le premier pays visité dans le monde. Et de ce fait, malheureusement, l'industrie du tourisme s'est beaucoup assise sur ses acquis. C'est 80, allez, pour certaines zones, jusqu'à 80% aussi de visiteurs étrangers. Donc, il n'y a jamais eu en fait d'efforts et de communication pour un tourisme de proximité, pour déjà séduire en fait les gens qui sont autour ou pas loin. Et de là, en fait, le marché, comment il était fait, il y avait les gens qui avaient leurs initiatives et leurs engagements personnels et qui faisaient leur popote dans leur coin, qui des fois, c'était des personnes tellement engagées qui comprenaient même pas la nécessité de la communiquer en fait auprès de la clientèle. Donc là, on est vraiment sur les précurseurs, on va dire, du tourisme durable. Et ensuite, donc il y a eux, ça leur suffit ce niveau-là, ils savent ce qu'il faut faire. Et il y a ceux qui veulent être accompagnés et qui rentrent dans une démarche de labellisation et de certification. Mais en fait, il n'y avait rien entre les deux. Il n'y avait rien qui permettait de mesurer ou de mettre en avant ces initiatives de façon objective. Et c'est là où rentre en fait que l'indice Va au Vert est arrivé tout simplement. Et alors, pour terminer, dernière question sur l'impact. Tu disais aussi que finalement, au-delà de la proposition de valeur, ça a eu des incidences sur les établissements, leur manière de faire, donc une espèce de cercle vertueux qui s'est créé et qui actionne beaucoup plus de gens que simplement toi dans la relation à un client. Peut-être tu peux nous parler un peu de ça, justement, sur l'impact que ça a eu. L'impact, encore une fois, c'est des exemples inspirants. Donc aujourd'hui, en fait, les établissements, et en plus, là, avec ce qui se passe, là, le marché du tourisme est à l'arrêt complet. Toutes les cartes sont en train de se redistribuer. Les comportements d'utilisateurs finaux sont en train complètement d'être reanalysés, parce qu'aujourd'hui, on cherche de la proximité, on cherche des facilités de réservation et d'annulation. On veut être loin des foules et loin de la masse. Donc là, l'écotourisme et les zones vertes sont en train d'exploser. Et la chose… Mathieu, tu peux répéter la question? Non, mais l'impact, tu me parlais de la manière dont les établissements, les gens qui tenaient les établissements évoluaient versus j'ai un contrat et voilà, mais il y a d'autres choses que ça a provoqué. Alors, chez tes clients, ça j'imagine, mais surtout dans les établissements. Donc, en fait, il y a une création de cercles vertueux. De communautés. Qui rassemble beaucoup plus de gens, qui approfondit en fait le sujet. Avec beaucoup plus de gens qui rentrent en fait dans cette… C'est ça. Aujourd'hui, avec ce qu'on traverse, il y a beaucoup de porteurs de projets qui vont dans cette stratégie. Et donc, on est beaucoup contacté aussi par des établissements qui changent aussi, qui arrivent sur ce tourisme durable. Et c'est vrai que nous, on les gère vraiment comme une communauté, c'est-à-dire qu'ils ont des espaces pour parler et donner en fait, parler de leur réussite, parler de leurs problématiques. Et comme le disait tout à l'heure Joël, on est aussi sur des valeurs humaines très fortes qui sont liées à la solidarité. Et donc, ils adorent partager aussi leurs bonnes pratiques. Un petit exemple qui est arrivé il y a pas longtemps sur notre forum de discussion. Il y a une personne qui est très… Alors, on est beaucoup dans le recyclage aussi, dans le tourisme durable. Elle a utilisé une vieille boîte à gâteaux, elle l'a recustomisée et en fait, elle a écrit dessus « Digital Detox » ou « Déposez vos portables en entrant ». Donc, c'est quelque chose qui coûte mais rien du tout. Elle a testé, donc c'est toujours, on est dans cette histoire de test and learn, on est beaucoup là-dedans. Et en fait, les premiers clients étaient en mode non, moi je garde mon portable, etc. Mais une fois que la démarche elle est expliquée et que le client a compris aussi le bienfait, ils ont joué le jeu et en fait ils ont été hyper satisfaits. Donc derrière, ça a créé des avis ultra positifs, ça lui a fait venir d'autres personnes et elle a partagé cette expérience-là sur notre forum et de là, d'autres l'ont repris. Donc c'est ce genre de petite initiative qui des fois passe par peu d'investissement et peu de temps de mise en place qui apporte au final un grand bénéfice à l'utilisateur final. Toujours penser utilisateur final aussi, finalement. Bon, super. Merci beaucoup pour… partager tout ça, cette tonicité, cette énergie positive qui est formidable. Il faut beaucoup en ce moment pour cette période et on la garde. Alors justement, Mathieu, j'aimerais t'adresser une question parce qu'en écoutant Mélanie, on sent une sincérité qui traverse l'écran et qui a touché bon nombre des personnes qui
qui assiste à ce webinaire. Et ton agence, justement, accompagne Va-Au-Vert dans la définition d'une plateforme de marque. Donc, la question, c'est comment est-ce que tu arrives à concilier, on va dire, le fait d'être aussi positive native, aussi sincère, et le branding? Est-ce que c'est vraiment compatible? Est-ce qu'on ne doit pas rester un peu artisanal au plan marketing quand on parle de tourisme responsable et quand on veut faire passer cette sincérité au plus proche des consommateurs? Je crois que notre métier sur la marque et sur le design, en fait, il est au service de l'objectif des entreprises. Et Mélanie le dit assez bien, c'est en fait, elle est passée d'une marque pour elle à une marque pour le plus grand nombre, parce qu'elle estime que son projet doit être porté au plus grand nombre. Et donc, à ce titre, la marque, elle doit être au plus grand nombre. Et donc, le sujet n'est plus du tout, d'ailleurs, de faire des marques un peu à part, qui ont un petit côté écolo, artisanal, pas fait par une agence de design, j'ai envie de dire, même si on peut ruser, mais enfin tout de même, à quelque chose qui doit être fait, construit, designé de telle manière à ce qu'elle ait d'abord de l'impact, de la clarté sur le message, de la sexiness, de l'expression d'une sensibilité, et puis j'ai envie de dire être capable de faire aussi passer l'énergie des personnes comme Mélanie. Donc c'est la capacité à en faire des marques et à les designer pour un nombre le plus important possible et passer de quelque chose qui fait style genre cette catégorie à non. Je crois que c'est vraiment l'enjeu d'ailleurs de ces marques-là pour demain. Et d'ailleurs, dans nos briefs, on a d'abord de plus en plus de briefs de ces entreprises-là qui prennent conscience de l'intérêt en fait de travailler la proposition de valeur de cette manière-là. Et nous, on est ravis parce que c'est notre positionnement depuis longtemps. Enfin, le positive design, on y croit, c'est quelque chose de très ancré chez nous. Et nous, on est ravis de travailler pour ces marques-là, justement de les accomplir pour le plus grand nombre. Ce qui est vraiment le métier aussi du design, hein, qui est une belle partie de notre métier. Si voilà. Je peux juste rajouter mon expérience, c'est vrai que quand je suis arrivée, quand on a eu nos premiers ateliers ensemble, pour essayer de mettre en fait en lumière et surtout sur papier l'ADN de Va-Au-Vert avec ce logo et cette charte graphique. Très rapidement, pour moi, en fait, je vous ai pris un peu comme le traducteur de mes émotions et de notre ADN. Et là, aujourd'hui, moi, je suis fan de notre petit oiseau qui, soit dit en passant, on l'appelle Jean-Bio. On voit qu'il est sur une branche et puis qu'il est en train de crier la bonne parole. Et en fait, on ressent vraiment ce côté dynamique que nous-mêmes, en équipe, on porte et qu'on a auprès de nos établissements. Et ça, c'est top. Merci beaucoup, Mélanie. Alors, autre énergie, Geoffroy, bienvenue aussi. Alors, je ne sais pas si on va... Geoffroy n'est pas très loin. Voilà, alors donc Geoffroy a créé, co-créé d'ailleurs, parce que vous êtes deux sur Nature Opéra. Alors, je ne sais pas si on arrive à voir Geoffroy. Je crois qu'il arrive. Voilà, il arrive. Dans l'oreillette. Voilà. Il n'est pas si loin que ça. Donc là aussi, Geoffroy, est-ce que tu peux un peu nous parler de pourquoi Nature Opéra? Donc peut-être que tu nous réexpliques un petit peu parce que ça ne fait pas que des couches, bien d'autres choses. C'est d'ailleurs incroyable dans ce que tu as entrepris avec ton associé et toute ton équipe. Que tu nous parles un peu de l'origine, des drivers principaux de Nature Opéra. Oui, avec plaisir. Déjà, merci beaucoup de m'avoir convié. Nature Opéra, c'est une histoire qui a commencé il y a 7 ans avec mon associé Kylian Oneil. Avec une volonté, on est issus tous les deux plutôt de grosses sociétés. On est resté que 4 ans après avoir fini nos études et avec vraiment cette envie de développement humain. C'était vraiment, je pense, notre driver et notre envie principale qui était de se dire, on a envie de placer l'homme, les belles réalisations, on a envie de beau, on a envie de vrai,
on a envie de changement peut-être et on a envie de s'éclater. Et donc, c'est comme ça qu'on a lancé en fait notre première activité qui est un site de vente privée de produits bio, éco-conçus, responsables, qui s'appelait venteresponsable.com et qui avait pour but en fait de mettre en avant toutes ces magnifiques réalisations de ces petites PME en fait qui font du commerce éthique, qui font du la bio et dont on n'entend pas parler. Et l'idée était aussi déjà quelque chose de rendre accessible la bio à tous, accessible l'éthique à tous, tout en mettant vraiment en lumière toutes ces belles marques et cet entrepreneuriat français qui est si dingue. Puis après, nous avons lancé notre deuxième activité, ça a été la naissance de Nature Opéra, où en fait, on était tous les deux voilà, jeunes papas. On avait réciproquement nos premiers enfants et avec cette envie de se dire, attendez quand même, si on participait à quelque chose dans la consommation, c'est-à-dire aujourd'hui, on se retrouvait à avoir des couches qui se disaient écologiques, qui l'étaient plus ou moins, on pouvait tout dire, et c'est là où on a compris que sur un packaging, on peut mettre ce que l'on a envie de mettre. Les législations nous autorisent quelquefois à être flexibles, on va dire, dans ce que l'on a envie de dire. Et on avait envie aussi de production française. Et on avait envie toujours dans ce projet-là de remettre les acteurs locaux, les acteurs français au cœur du développement de notre marque. Donc, on a produit en France une couche écologique, labellisée. Puis, on s'est dit, en fait, la bio, il y en a marre d'entendre continuellement, la bio, c'est cher, la bio, c'est pas beau, c'est pas bon. On s'est dit, on va prouver ce que l'on va faire. Et donc, on s'est dit, on va prouver, c'est-à-dire que maintenant, notre benchmark, ça va être uniquement les leaders. Et dès qu'on lancera un produit, on se comparera aux leaders et il faudra qu'on soit aussi efficace et qu'on ait en fait les mêmes attributs que les leaders. Et enfin, on s'est dit, faut le rendre accessible. C'est plus possible d'entendre continuellement la bio, c'est cher, le Made in France, c'est cher. Et on s'est dit qu'on allait réduire nos marges pour pouvoir donner la possibilité en fait aux consommateurs d'avoir un produit accessible. Et ça a été génial parce qu'en fait, on s'est retrouvé dans une situation où le conso, en fait, ça lui a plu. C'était un peu risqué pour nous au début de se lancer dans cette aventure, mais ça a plu aux consommateurs qui aujourd'hui utilisent nos produits au quotidien. Donc, il y a eu Tidou qui est arrivé, les couches, puis après, on a lancé des produits bébés, donc des soins bébés. On a l'offre la plus large d'Europe en soins bébés bio, made in France, écologique et éthique. On a lancé après des produits d'hygiène féminine avec la marque Tadam en GMS. On a lancé la marque de couche Caribou en GMS aussi. On s'est lancé en pharmacie avec une marque de couche Libellis. On a lancé de la désinfection saine aussi et 100% végétale avec la marque Igios. On a lancé aussi la marque Clean et Safe qui sont des nettoyants dégraissants avec toujours cette envie de mettre l'homme au cœur de nos marques et d'avoir toujours ce Made in France, cette écologie, ces produits sains et accessibles à tous continuellement et ce sont nos drivers principaux. D'accord. Et alors, dans toute cette entreprise alors, qui est absolument aussi fascinant parce que tout ça paraît totalement évident et on se dit mais comment est-ce qu'on n'y a pas pensé avant? Qu'est-ce que tu as été confronté à quoi et finalement quelles sont toutes les choses qui paraissaient compliquées qui finalement étaient pas si compliquées que ça, celles qui paraissaient très simples et qui ont été franchement difficiles ou peut-être qu'ils le sont encore. Comment est-ce qu'il y a eu, tu as progressé en fait par rapport à ça? Ouais. Alors la progression a été déjà la première chose. Quand tu tiens ce genre de discours ou quand tu le tenais il y a quelques années, les distributeurs te regardaient un petit peu avec des grands yeux, genre c'est sympa votre histoire, mais c'est vrai que ouais, c'est sympa, hein, bravo, votre projet a l'air plutôt sympa, mais bon, essayez-le chez quelqu'un d'autre et on va voir si ça marche et après pourquoi pas. Et en fin de compte, c'est ça qui a été une progression géniale, c'est que on a appris petit à petit justement avec le temps à travailler en fait avec les distributeurs main dans la main. Donc je pense que ça a été l'élément le plus fort, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les PME ont leur place et ont l'écoute des distributeurs et il y a cette envie en fait commune de travailler ensemble et de tisser, je dirais, un partenariat pour développer des marques comme les nôtres au sein en fait des hyper supermarchés ou alors même des officines ou boutiques du Raison Bio. Donc ça, c'est vrai que ça a été vraiment le grand changement. L'autre changement, ça a été à partir du moment où on se dit on veut repenser les produits de la consommation courante, il faut tenir son engagement.
Et donc là, ça a été de travailler en fait avec des industriels français qui peut-être ne travaillaient plus des produits comme ceux que l'on souhaitait. Et donc là, pareil, ça a été un partenariat humain extrêmement fort avec nos fabricants, peut-être pour faire venir des matériaux ou pour trouver des matériaux qui n'existaient pas jusqu'alors. Exemple simple, par exemple les lingettes. Les lingettes, c'est une vraie saloperie écologique, hein, franchement, il faut le dire. C'est de la viscose. La viscose, c'est de l'émission de disulfure de carbone. Disulfure de carbone, c'est extrêmement polluant et ça appauvrit les terres. Eh bien, on s'est dit, maintenant qu'on le sait, on est une marque bébé, quel est notre rôle? Quel est notre devoir? Alors, on a été chercher une matière, le Tencel, je le dis à tous, comme ça, par pitié, copiez-nous, parce que je trouve ça génial si tout le monde peut utiliser maintenant des lingettes en Tencel. C'est tout ce que je souhaite. Et le Tencel est une fibre qui est 100% compostable, qui est labellisable OK Compost Home, ce qui veut dire qu'il est un engrais pour la terre. Ça veut dire un engrais pour la terre, ça veut dire qu'il nourrit la terre. Donc, on a réussi à lancer la première lingette européenne qui n'est pas beaucoup plus chère que les leaders du marché, et pour autant qui est compostable. C'est la première lingette où, avec un peu de provoque, je vous dirais, jetez-la dans votre potager ou celui de votre voisin, ça va nourrir et développer en fait ces plantes. Et voilà, et c'est ce genre de choses qu'on essaye de trouver, comme la désinfection. Aujourd'hui, on a des produits qui sont des mousses-mains végétales, sans pétrochimie, qui luttent et sont efficaces contre la Covid-19, et pour autant avec 0% d'alcool. Et qui sont bien évidemment, au niveau européen, classés, numérotés, et il n'y a pas de problème. Et donc, c'est vrai que c'est continuellement ce qu'on essaye de faire avec les équipes, et là, que l'on soit clair, c'est pas mon associé et moi qui développons de telles marques, c'est main dans la main avec une équipe de dingue qui nous a rejoints au fur et à mesure, et qui nous permet aujourd'hui de lancer une multitude de produits qui sont innovants parce qu'on essaie de les repenser différemment avec cette orientation 100% écologique et humaine et made in France. Alors justement, sur l'équipe de dingue, parce que quand on regarde ça, on se dit, encore une fois, mais comment est-ce qu'on ne l'a pas fait avant? Est-ce qu'il n'y a pas la dimension justement de ressources humaines qui a beaucoup évolué, c'est-à-dire la capacité à ce que ces projets-là, au-delà d'un parti pris fort, là qui est initié par vous, permet d'attirer des talents qui avant étaient toujours chez les grands gros et qui finissent par arriver chez vous motivés par une qualité de projet absolument étonnante et puis qui résonne un peu mieux avec eux. Est-ce que cette dimension ressources humaines n'est pas aussi une des grosses évolutions dans ce que vous entreprenez? On ressent véritablement qu'il y a une envie maintenant d'aventure humaine forte auprès des salariés. On remarque ça et on a beaucoup de chance parce qu'on a des directeurs marketing et commerciaux qui viennent de grands groupes, mais qui ont vraiment cette envie en fait maintenant de quitter les boîtes, je dirais, dans lesquelles ils étaient, pour retrouver un peu plus de liberté dans la créativité. Et ça se ressent véritablement. Et d'ailleurs, on en entend parler, hein, le mot un petit peu que l'on utilise, alors peut-être maintenant à tort et à travers, mais à travers la quête de sens. Mais c'est vrai que on a cette envie aujourd'hui de créer, de participer peut-être à quelque chose qui est pour un monde, alors ça peut faire un peu bébête, j'avoue, mais un monde un peu meilleur. Je pense que tous, on se pose un peu maintenant ces questions de se dire, en fait, on va bosser pendant 30, 40 ans, voire plus. Est-ce qu'on n'a pas envie à un moment d'être fier de ce que l'on fait? Est-ce qu'on n'a pas envie de se lever le matin avec le sourire, avec l'excitation de créer quelque chose qui va satisfaire en fait les parties prenantes, qui peuvent être aussi bien les consommateurs, qui peuvent être aussi bien les salariés de la société, qui peuvent être aussi bien les fabricants. C'est extrêmement important. Sans les fabricants, on ne serait rien. Et aujourd'hui, maintenant, on a cette chance d'avoir de plus en plus de gens de qualité qui viennent rejoindre les équipes avec cette envie en fait de participer à cette aventure humaine. Ouais. Et alors, tu me disais un autre truc aussi qui était, alors qui paraît évident, qui est, mais comment est-ce qu'on peut être dans une entreprise qui fabrique des produits avec lesquels on n'est pas d'accord? Et c'est vrai qu'il y a un vrai point autour de ça. Et puis, l'autre chose qui est assez fascinante, parce que Nature Opéra, Geoffroy est modeste, mais c'est un immense succès. Ce qui est incroyable, c'est que vous êtes capable de vous attaquer à des catégories qui paraissaient immuables, n'appartenant qu'à un ou deux acteurs mondiaux, omnipotents et omniprésents, donc qui auront toujours les moyens qu'ils ont toujours. Mais néanmoins, vous êtes capable de réinventer en fait catégorie après catégorie. Alors
un peu dans l'univers de la DPH, hein, au sens large. Et ça, comment c'est possible finalement, enfin... Ben, c'est toujours un peu la même chose. Chez Nature Opéra, on essaie déjà d'analyser les marques et de se dire, est-ce que les marques répondent bien aux attentes des consommateurs, mais élargies? C'est-à-dire, est-ce que, on va se le dire simplement, est-ce qu'aujourd'hui, chez Nature Opéra, on lance un produit quand on se dit, est-ce qu'il y a une gamme sur laquelle on a ce sentiment que l'on se moque un petit peu du consommateur? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas la place pour une marque qui va apporter des éléments différents, supplémentaires, réassurants en plus des fameux 4P, je dirais, le mix produit que l'on connaît. Donc, bien évidemment, avoir un produit efficace, aujourd'hui, je pense que c'est hyper important, mais j'ai envie de dire, c'est la base. Avoir un prix qui soit compétitif, oui, bien évidemment, tant qu'à faire, autant satisfaire les consommations. Avoir un beau packaging, c'est super, et avoir une belle place en rayon, bon, bien, c'est fait. Mais à partir du moment où j'ai ces 4P, est-ce qu'il n'y a pas d'autres éléments d'un mix marketing que l'on pourrait créer tous ensemble? Et un mix marketing qui fait qu'on ne se battra plus sur juste des piliers de 4P, en essayant d'aller par des allégations marketing de plus en plus grossies, de plus en plus fortes, mais aller chercher quelque chose de plus vrai et de différent. Et je m'explique, par exemple. Aujourd'hui, on s'est dit chez Nature Opéra, il faut placer l'homme. La générosité est un des piliers de Nature Opéra. Et on l'a mis en tant que pilier que l'on partage avec les salariés. Donc, on s'est dit, si la générosité est un pilier de société, on doit le retranscrire dans nos marques. Et c'est ainsi que l'on lance là cette année, donc maintenant je peux en parler parce que c'est lancé dans 1 mois et demi, avec des partenaires distributeurs qui nous ont fait confiance, et ça il faut le noter, on a une grande chance d'avoir des distributeurs qui jouent le jeu et qui sont avec nous à nos côtés, et on va être les premiers à lancer une marque qui va avoir un caractère écologique autour de l'entretien de la maison, sur une tendance nouvelle qui est le DIY, vous savez, les produits à faire soi-même, et qui est intégralement réalisé par 300 salariés touchés par le monde de l'handicap. Et on va être la première société qui va rentrer, qui va créer maintenant des marques qui sont réalisées à 100% par des travailleurs handicapés. 300 personnes travaillent au quotidien sur nos marques via des ESAT, et on est là pour travailler main dans la main et tisser un lien de confiance, un lien durable, pour pourquoi pas se dire Nature Opéra va être le premier groupe à avoir 100% de ces produits fabriqués par des personnes touchées par le monde par l'handicap. Et c'est vrai que c'est continuellement ces choses-là que l'on veut. Après, on peut aller chercher 100 000 choses. Pourquoi pas être un groupe qui, aujourd'hui, a une empreinte carbone positive? C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui à compenser 100%, ou même mieux que compenser. On a une empreinte carbone qui est faible, et c'est comme ça qu'on se retrouve maintenant à retirer l'eau de nos produits d'entretien de la maison pour avoir de la matière sèche, pour éviter une empreinte carbone forte. C'est comme ça qu'aujourd'hui, avec notre double labellisation RSE, on essaye d'intégrer le milieu associatif à nos gammes aussi, parce qu'on se dit les associations, il faut les aider. En fait, ce qui est génial en ouvrant un petit peu le mix marketing à peut-être des piliers que l'on n'a pas l'habitude d'avoir autour de l'homme, la générosité, le tissu local, c'est que l'on voit qu'il y a en fait la possibilité de repenser les produits de la consommation courante, et que tout le monde peut être satisfait, et qu'il y a un boulevard autour de nous, et que limite la notion de concurrence s'estompe. Tant on peut marquer la différence entre nos produits et ceux de la concurrence. Et c'est ça qui est éclatant en fait au quotidien. Et alors justement sur les distributeurs, qui est le lot quotidien de toutes les marques, on va dire, de grande consommation, comment est-ce qu'ils t'ont, pour revenir un peu là-dessus, comment ils t'ont accueilli? Parce que là aussi, on a des idées assez arrêtées sur comment ils sont, comment ils font. Bon, après, c'est des agents économiques, hein, il y a une forme de fond classique, hein, que tu as répété à travers. Mais au-delà de ça, comment est-ce que finalement ça a bousculé certaines habitudes, provoqué des nouvelles envies, tout en restant dans un cadre, on va dire, d'offres et de demandes? Mais est-ce que ça a fait évoluer aussi beaucoup de choses de ce côté-là? Oui, la première enseigne avec qui on a travaillé et qui nous a vraiment donné cette confiance, c'est une enseigne en fait qui à la base voulait la marque Tidou, et en fait qui est une marque qui est réservée au réseau bio. Et en fait, on leur a expliqué qu'on ne pouvait pas en fait développer, mettre en place Tidou en fait chez eux, mais que s'ils le souhaitaient, on pouvait imaginer, concevoir ensemble une nouvelle marque de couches qui réponde en fait aux attentes précises des consommateurs de la GMS, sachant que nos marques
sont différentes selon les réseaux dans lesquels on donne, parce que les consommateurs ont des attentes produits qui sont différentes selon les réseaux. Et là où on a eu un partenariat fort, c'est qu'on leur a expliqué notre vision, notre envie en fait de modifier un petit peu les codes, de changer les codes et surtout de repenser et proposer des produits du quotidien avec un but, et c'est vraiment notre vision d'entreprise qui est pour restaurer l'équilibre de la vie des parties prenantes. Et ça, c'est vraiment notre vision à nous. Et tu vois, Mathieu, cette enseigne, et je peux la citer quand même, c'est Auchan, elle nous a dit, écoutez, faites-nous une proposition, travaillez une gamme, et on vous dira ce qu'on en pense. Et en fait, on est arrivé avec un PowerPoint. On est arrivé avec un PowerPoint avec 7-8 slides, et Auchan, en fait, a tapé dans la main en disant, allez, on y va. On y va, on se lance, on y croit à votre projet. Et on s'est retrouvé, tu vois, déjà dans une construction qui était un partenariat fort sur une enseigne qui nous a fait confiance à nous, PME, qui n'étions rien. On faisait 0 € de chiffre d'affaires en GMS. Mais pour autant, ils ont compris qu'il y avait aujourd'hui un intérêt, bien évidemment financier pour eux, mais en même temps un intérêt humain via un partenariat fort entre Nature Opéra et eux. Et ça, on le voit aussi avec les différentes enseignes avec qui on travaille. Et c'est vraiment, je pense, ce changement. Maintenant, les distributeurs ont envie d'autre chose, un peu comme les consommateurs. Et là où on a aussi été très honnête avec eux, c'est qu'on est transparent avec eux. C'est-à-dire que ça m'est déjà arrivé avec des distributeurs, leur dire, écoutez, je pourrais même vous donner un peu une visibilité sur mes marges. Parce qu'aujourd'hui, je travaille avec des marges faibles, mais pour le faire entendre, il faut être transparent aussi, parce que c'est vrai que nos marges ne nous permettent pas non plus de faire peut-être des remises aussi dingues que ce que font les grands leaders du marché. Mais aujourd'hui, on a aussi vraiment cette transparence et cette co-construction avec les distributeurs, et je pense que c'est ce qui a beaucoup changé et beaucoup évolué au fil des années. Ok, bah écoute, merci beaucoup, Geoffroy, d'avoir partagé tout ça avec nous. C'est juste formidable d'avoir merci de à toi, précision, merci de à vous. transparence. Voilà, et puis surtout, c'est une entreprise là aussi qui est géniale. Merci. Voilà, merci beaucoup à toi. Alors, je vous propose justement, dans cet esprit de coopération, parce que le mot s'impose avec tous les éléments, Geoffroy, que vous venez de souligner, dans cette logique de coopération, c'est d'ouvrir la séance à des échanges avec les participants, donc de convier Joël et Mélanie à nous rejoindre sur cette table digitale, avec un premier sujet qui cristallise pas mal les retours, sur lesquels Joël a déjà apporté des éléments de réponse, c'est cette notion du prix. Et je crois que vous l'avez également abordé. Donc, une des questions de fond, c'est finalement tous ces investissements qui sont nécessaires en R&D, en démarche collaborative, en intégration des parties prenantes, etc., nous amènent forcément à développer des produits qui sont plus chers. Joël, vous répondiez que les consommateurs étaient prêts à payer plus cher. J'aimerais avoir votre avis en live sur le sujet. Oui, merci. Oui, j'ai essayé de rédiger deux, trois réponses, mais bien sûr, en fait, on n'arrive pas aujourd'hui, pour être très clair, on n'a aucun exemple chez SEB de produits qui offrent une valeur ajoutée environnementale ou sociétale ou durable qui soit moins cher. Ça, honnêtement, on n'y arrive pas. Et puis, il faut pas raconter de bêtises. Les produits low cost contre lesquels on se bagarre, on n'arrivera jamais à faire moins cher. Et puis, on veut pas le faire. Un produit low cost, c'est typiquement un produit sur lequel on a rogné sur la qualité des matériaux, donc un problème de durabilité, des produits qui sont pas réparables, etc. Donc là-dessus, il faut pas se battre contre contre des moulins. Je crois qu'il faut surtout expliquer ce que j'essaie d'expliquer dans ma réponse, c'est que il faut quand même être clair sur, ok, il est peut-être positionné un tout petit peu plus cher, et voilà pourquoi. Et puis après, voilà, c'est être transparent sur ce qu'on achète. Et d'ailleurs, la première question aujourd'hui, quand les consommateurs vont chez Fnac Darty, chez Boulanger, chez Carrefour et autres, première chose qu'ils demandent maintenant sur l'électroménager, le premier critère devant le prix, et depuis pas longtemps, ça a été validé par une étude toute très récente, c'est la durabilité. Est-ce que le produit est durable? Est-ce qu'il est réparable? Est-ce qu'il est made in France? Donc toutes ces choses-là, voilà. Et si vous avez le tampon qui atteste que vos produits cochent ces trois cases-là, bien voilà, il y a plus de problème de prix. En tout cas, le consommateur. Vous savez, dans les pays émergents, c'est le même sujet. Dans les pays émergents, les consommateurs du bas de la pyramide, les gens qui gagnent moins de $10 par jour,
ils veulent pas des produits low cost de mauvaise qualité. Hein. Ils sont prêts à payer un produit qui va leur coûter 1 mois de salaire, à condition qu'ils soient rassurés sur la durabilité du produit. Donc en fait, cette histoire du prix, c'est une maladie récente, hein, de faire croire aux consommateurs que les produits et les services, ça finalement, c'est de moins en moins cher. Je crois que les consommateurs du monde entier sont en train de se rendre compte qu'il y a un prix caché environnemental et social, et qu'ils comprennent très très bien qu'aujourd'hui, un produit soi-disant gratuit, il y a quelqu'un qui paye quelque part. Et c'est souvent les plus vulnérables. Ça, Geoffroy, de votre côté, vous l'avez constaté de la même manière? Cette Oui. perception du prix? La perception du prix, alors pour nous, est très importante. Indéniablement, je rejoins complètement ce que dit Joël. C'est vrai que pendant longtemps, on a été matraqué au coût promotionnel. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, il y a une certaine lassitude. On a atteint notre maximum. C'est vrai que ça me fait toujours rire quand des personnes se disent génial, j'achète 1 kilo de nuggets à 1 euro. J'ai fait une bonne affaire. J'ai tendance à dire effectivement, il ne doit pas y avoir beaucoup de poulet là-dedans. Ce n'est pas possible en fait d'avoir de tels prix. Donc ça, indéniablement, le prix a son importance. Il y a un produit de qualité ne peut pas être le moins cher du marché. En revanche, je me demande, et du moins c'est ce que l'on essaye de faire, c'est de pouvoir malgré tout apporter une offre prix qui soit le plus possible la plus attractive du marché. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a réussi, vous voyez, par exemple, à lancer des produits d'hygiène féminine via des tampons, serviettes, protège-lingerie, qui étaient dans leur catégorie écologique 20 à 22% plus cher, 20 à 22% moins cher que les leaders du marché. Et de vous à moi, hein, c'est pas parce que mon directeur achat, même s'il fait très bien son travail, a réussi à avoir des prix plus attractifs en achat de matières premières que les leaders mondiaux des catégories. Mais c'est bien aussi parce que nous pensons que pour rendre aussi le prix accessible à tous, il y a un effort de marge qu'il faut faire. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose sur lequel, pour le coup, on a énormément travaillé chez Nature Opéra pour gagner en accessibilité. Et ça, c'est vraiment important. Moi, mon rêve, pour tout vous dire, c'est que plus nous vendrons de produits bio, plus nous vendrons des produits écologiques, alors plus nous pourrons acheter à un meilleur prix et alors le répercuter dans le prix. Chez Nature Opéra, ça nous arrive, et d'ailleurs encore cette année, on le fait sur une gamme de coton, où on a réduit enfin le prix de nos carrés de coton pour la simple raison, en fait, tout simplement, parce que l'on a réussi à acheter mieux, parce qu'on avait vendu les volumes en grande quantité l'année dernière et on le répercute dans le prix. Parce qu'on se dit, notre cheval de bataille, c'est rendre accessible à tous des produits bio, éco-conçus et made in France. Mélanie, de votre côté, sur un marché très bataillé où la problématique du prix est évidente, qui est le tourisme, comment vous percevez cette notion de positionnement prix? Comment vous la maniez? Et c'est vrai que dans le tourisme, on est quoi? En tout cas, le tourisme durable et la notion, quand on parle d'écologe, par exemple, il y a 2-3 ans, soit les préjugés sont que c'est une offre qui est inaccessible, c'est très cher, c'est du haut de gamme, etc. Ou soit alors on pense que c'est une yourte sans électricité qui se trouve dans le Larzac. Donc ça, c'est un peu les deux choses contre lesquelles en tout cas on se bat. Tout simplement, en plus de ça, le tourisme, c'est toutes les typologies, donc ça correspond à tous les budgets. C'est vraiment, faut le savoir. Sur VaoVert, par exemple, il y a des espaces dans des campings nature à 6 € par jour, comme il peut y avoir une offre hôtel 4 ou 5 étoiles de 450 € par jour. Ce qui fait, en fait, c'est le contenu, c'est le service, c'est la qualité de ce qu'on va y trouver. Et c'est, en fait, on est juste sur un prix juste. Et après, il faut quand même savoir aussi que nos établissements, ils sont tellement, ils portent tellement leurs valeurs, ils ont tellement envie de partager tout ce qu'ils pensent et leurs initiatives qu'ils font aussi des efforts de leur côté. Et là, je rejoins du coup Geoffroy qui disait, en fait, c'est chacun, on fait déjà nous des efforts sur les marges pour rendre accessible en fait cette alternative. Merci Mélanie. Je reviens, Joël, sur un sujet qui a été abordé dans le cadre du chat et que j'aimerais bien que vous puissiez le développer davantage, puisque SEB est un groupe international. Et sur la question de l'international, vous évoquiez dans le chat que les pays ont des maturités très différentes.
Certains sont plus sensibles à l'impact carbone du produit, d'autres vont vraiment prendre en compte et en considération les conditions sociales, etc. Et que l'Europe restait, je reprends vos mots, quand même leader sur les attentes consommateurs, durabilité et impact positif. Quelle est la responsabilité que porte selon vous un groupe comme SEB International pour justement déployer cette culture de l'impact positif et faire en sorte qu'on ne répète pas dans les pays émergents les mêmes erreurs que sur nos vieux pays? Alors, je ne sais pas si c'est aussi simple que ça de pouvoir donner la clé pour tous les pays. Non, ce qui est sûr, c'est que la complexité pour les marques internationales, je vais prendre un exemple concret. Nos engagements 10 ans réparables, 15 ans réparables en France. En fait, nous, on était persuadés que tous les pays trouveraient ça absolument génial, le mettraient sur leur packaging, etc. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y a 80% des pays qui trouvent effectivement ça génial. Donc, on l'a mis sur les packaging. Il y a un pays, ça ne va pas vous étonner, les États-Unis. Le parler de réparabilité des produits, de réparer les produits, très clairement, ça ne parle à pas grand monde. Et en fait, le produit est réparable, mais on l'a pas mis sur le logo, on n'a pas mis le logo, on n'a pas fait un claim marketing, parce que très clairement, ça n'évoque rien dans la tête de la majorité des Américains. C'est très dommage, mais on essaye de les convaincre quand même malgré tout année après année que ça va quand même être le moment de s'y mettre, au lieu d'enfouir des déchets dans leur grande décharge, même s'ils ont beaucoup de place. Mais voilà, donc il faut pas, enfin, on peut pas forcer non plus un pays ou des consommateurs qui sont pas prêts. Ça sert à rien. Être trop en avance, ça n'a aucun intérêt. Le tout, c'est quand même de faire le travail de sensibilisation. Mais c'est très compliqué parce que malheureusement, vous pouvez pas utiliser les mêmes drivers consommateurs, les mêmes communications produits sur des offres durables d'un pays à l'autre. Ça serait beaucoup plus simple pour nous. Et malheureusement, les maturités sont très différentes et clairement, l'Europe est vraiment tire vraiment le sujet. Ça, c'est clair. Ça veut dire que même en termes d'impact positif, il faut savoir time to market. Ouais, alors tout à fait. D'ailleurs, ça rejoint une autre question auquel je n'avais pas répondu dans le chat. Typiquement, autant on est arrivé au bon timing et ça a très bien marché quand on a parlé de produits réparables, ça a cartonné et c'était dans l'air du temps et c'était le bon moment. On est arrivé les premiers et au bon moment. Et là, c'était bien. Typiquement, sur l'économie de la fonctionnalité et la location, on s'acharne sur le sujet depuis plusieurs années. On continue, donc il faut être aussi persévérant au RSE. Mais on considère qu'on était un tout petit peu trop en avance. Les consommateurs disent dans les études, c'est génial de louer des produits d'électroménager. Dans les faits, c'est quand même poussif. Hein. Donc du coup, voilà, des fois, il faut accepter d'être un peu en avance, des fois de se planter aussi. Il n'y a pas de, mais il faut poursuivre. J'ai l'impression, Geoffroy, que vous avez une ambition qui est d'accélérer, justement, de ne pas forcément vous positionner en fonction d'une maturité que vous pressentez, mais au contraire, ne serait-ce que au travers de l'exemple des lingettes, d'être un accélérateur dans chacune des catégories. Comment vous arrivez à convaincre, vous nous avez donné un exemple avec un distributeur, mais comment vous comptez vous y prendre pour accélérer finalement cette culture de l'impact positif chez les consommateurs et donc d'avoir le développement d'une consommation plus responsable? Aujourd'hui, en fait, les consommateurs ont quand même cette envie de plus en plus d'avoir une consommation responsable. Ils ont cette envie, mais ils ne savent pas forcément où trouver, où chercher. Ils ont aussi des doutes quelquefois sur la véracité des propos de certaines marques. Et c'est, je pense, ça, ce qui est compliqué aujourd'hui pour le consommateur. D'ailleurs, on le voit bien, le lancement, par exemple, d'applications type Yuka ou la vérité sur les cosmétiques et autres, où vous voyez des gens qui sont avec leur téléphone en train de flasher tout produit qu'ils mettraient dans leur caddie. Et la preuve qu'aujourd'hui, ils ont cette envie de vérifier, de s'assurer que leurs produits sont sains, bons, voire écologiques. Mais derrière, ils se rattachent à une application parce qu'ils ne savent pas sinon comment faire pour réussir à trouver un peu cette pépite qu'ils souhaitent. Oui, on veut accélérer chez Nature Opéra les choses et justement, ça va être via cette transparence et cette confiance qu'on va donner, on va essayer du moins de donner aux différentes parties prenantes. Aussi bien les distributeurs, où on est là vraiment pour partager avec eux nos projets, pour leur expliquer comment on va les concevoir, pour marquer la différence et on les implique véritablement en profondeur dans les projets et on n'est pas du tout dans un discours de vente. On est d'ailleurs chez Nature Opéra très axé sur le produit.
quand on vient en fait présenter aux distributeurs une nouvelle gamme, une nouvelle marque, ce n'est pas pour parler argent. C'est avant tout pour parler de la fierté du lancement de cette gamme, pouvoir emmener le distributeur aussi là-dessus pour que tous on ait ce projet commun et cette envie de développer des produits plus sains, plus écologiques et made in France. C'est vraiment ça en fait ce que l'on recherche avant tout. Très bien. Je voulais vous souligner un point avec vous, Mélanie, puisque vous avez mis en exergue le score que vous avez vous-même créé pour permettre justement de décoder les offres et de les évaluer avec un prisme de responsabilité dans le tourisme. Quel lien vous allez pouvoir faire avec le Carbon Score qui est en discussion? Voilà, vous avez sûrement réfléchi à la question. Quelle est votre position? Oui, bien sûr, avec l'impact carbone, c'est des questions qui me touchent depuis longtemps. Depuis le début, moi je fais partie du mouvement Impact France qui aussi a développé un impact score. Donc là, on est plus le côté RSE. Au niveau carbone, mais tout simplement le tourisme, moi c'est ce qui m'a fait démarrer au début. L'industrie du tourisme dans le monde aujourd'hui, c'est 8% des gaz à effet de serre de l'émission. 4% correspond uniquement au transport. Donc, au final, on parle toujours de l'hébergement, etc. Mais en fait, c'est la mobilité. C'est comment aller, c'est le lieu qu'on choisit, etc. qui engendre en fait le plus d'impact négatif sur l'environnement. Et c'est pour ça aussi que notre cœur de cible, c'était vraiment le voyage de proximité et proposer vraiment d'être pas loin de chez soi à 2 heures et de voir qu'on a les mêmes bienfaits que de prendre l'avion et de partir à l'autre bout de la planète. Donc ça, on l'a intégré, on sensibilise auprès de nos visiteurs par le biais de nos réseaux sociaux, sur les newsletters, etc. Mais en interne, là, on est en train de finaliser un partenariat avec une grande fondation qui a des programmes de compensation carbone pour pouvoir le proposer sur volontariat à nos visiteurs une fois leur voyage effectué. Et également, nous, en interne, on s'est positionné, où là, en lien avec une association que j'adore qui s'appelle Ecotrip, en fait, VaoVert, on a commencé à acheter en fait des arbres dans une forêt du centre de la France pour faire office de puits carbone. Donc, on est toujours en train d'essayer, parce que c'est vrai que cet impact carbone questionne beaucoup, mais peu au final savent comment combler ou en tout cas régler ce qu'ils ont consommé, quoi. Donc, on teste, on trouve des solutions, on teste, on voit si ça agit, on regarde vraiment les conséquences et on choisit celle qui fonctionne le mieux et aussi qui parle à nos visiteurs le plus. Juste un petit exemple par rapport à ça, c'est venu d'un de nos établissements qui, lui, à chaque visiteur, va planter un arbre et donne le nom de son visiteur à son arbre. Et du coup, là, il a un verger qui est rempli de pommiers, de poires, pour chacun un prénom. Et en fait, les visiteurs, ils adorent et ils demandent des nouvelles de leurs arbres et ils reviennent le voir où ils partagent l'info. Donc voilà, c'est des petits côtés comme ça un peu sympas, mais qui ont une réaction sur l'environnement. Merci Mélanie. Alors, il nous reste quelques minutes pour conclure. Mathieu, si tu en es d'accord, j'aimerais laisser la dernière parole à nos invités, faire un tour d'écran. Il y a un magnifique débat qui se joue dans le chat et à juste titre sur l'économie justement de la fonctionnalité. Non pas un choix marketing, mais une bascule de société à faire et à permettre. Ce que je vous propose pour conclure, c'est justement un message. Geoffroy, Mélanie, Joël, quel message voulez-vous passer à l'auditoire, donc aux équipes marketing, aux directeurs et directrices marketing qui nous écoutent aujourd'hui? Je peux commencer si ces messieurs… on voit que le cœur de la chose, en fait, c'est qu'on se rend compte qu'on doit en fait traduire au niveau design nos ambitions et nos envies de faire changer et d'évoluer le monde du bon sens. Mais au final, c'est l'utilisateur final, c'est l'acheteur en fait qui va faire bouger les lignes. Donc, il faut que vous trouviez vraiment des messages qui donnent envie aux acheteurs d'agir dans ce sens, de se renseigner sur les alternatives, de parler autour d'eux aussi de ces alternatives, parce que c'est plus on aura de visiteurs et d'acheteurs, ça montrera que nos systèmes d'économie positive fonctionnent et ça pourra inspirer encore plus d'entreprises à passer par cette veine-là. Donc, le cœur, vraiment, c'est comment faire pour changer les comportements d'achat
et qu'ils puissent faire confiance aussi aux entreprises françaises, surtout quand ils sont axés dans un comportement d'achat de masse comme on l'était précédemment. Voilà. Geoffroy, vous vous lancez dans ce Allez, en avant, bien sûr, avec grand plaisir. Oui, je rejoins effectivement ce que dit Mélanie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une autre consommation qui est possible, qui est envisageable. Et aujourd'hui, il faut se lancer parce qu'on a tous un rôle, j'ai envie de dire, sur Terre. On y est pendant une petite période. Il y en a d'autres qui prendront le relais et c'est à chacun de nous de mettre peut-être cette petite brique qui est complètement envisageable et qui est accessible à tous. Et c'est vrai qu'on a peut-être ce rôle de se dire comment améliorer continuellement mon produit en termes d'impact écologique, en termes d'impact local, en termes d'impact humain. Aujourd'hui, on reste un peu trop encore bloqué sur des aspects mercantiles, sur des aspects qui ont peut-être fait leur temps. Et il y a beaucoup d'autres axes que l'on peut encore dépasser et pour pouvoir avoir une offre différenciante et qui satisfera l'intégralité des parties prenantes que peuvent être les salariés, que peuvent être les distributeurs, les consommateurs et les producteurs, bien évidemment. Je crois qu'il y a un message, c'est que pour les populations marketing, design, il y a deux enjeux. Il y a le premier, je pense, c'est la co-création. Je pense que on revient aux fondamentaux du design et du marketing, c'est de co-créer et d'associer les consommateurs, les citoyens, qui sont les mêmes d'ailleurs, à la création des produits, bien validés par des allers-retours réguliers que ce qu'on est en train d'imaginer pour eux, c'est bien ce dont ils ont vraiment besoin. Ça, c'est une des premières sources de l'innovation durable. Il y en a une deuxième quand même, c'est que il y a des fois, la co-création, ça suffit pas. Vous pouvez imaginer des produits que les consommateurs n'ont pas du tout imaginé ou n'ont pas du tout en tête. Donc, et là, on est vraiment sur l'innovation de rupture. Et là, en fait, le maître mot en matière d'innovation à impact positif, c'est d'expliquer en quoi cette offre est impactante et en quoi elle a un impact mesurable positif. Et là, il s'agit. Alors, l'écueil, c'est d'expliquer sans culpabiliser le consommateur. Et c'est pas toujours évident parce que on a de temps en temps un peu on se dit mais c'est pas possible que les gens achètent des produits qui vont jeter dans un an, etc. C'est énervant au bout d'un moment. Et en fait, il faut quand même faire l'effort de pas culpabiliser, avoir un discours marketing pas culpabilisateur et d'expliquer que oui, c'est mieux d'acheter un produit durable, c'est mieux de le réparer plutôt que de l'échanger. C'est plus facile d'échanger un produit contre un produit neuf. Hein. C'est la tentation de tous les industriels et tous les distributeurs. Et en fait, alors, il faut avoir ce discours marketing pas culpabilisateur et c'est pas si évident de le faire, même si de temps en temps on a un peu envie. Mathieu, je crois que tu avais envie pour cette conclusion d'apporter un éclairage d'un auteur, d'un philosophe. Oui, alors juste une des choses que je retiens de toutes ces conversations, je crois qu'il y a un vrai enjeu de changement de paradigme qui est très important. Et justement, alors on vous laissera le lien, mais il y a un scientifique philosophe assez éclectique qui s'appelle Marc Alevi, qui a fait une analyse qui vaut ce qu'elle vaut, mais qui mérite d'être écoutée. Donc si vous êtes curieux, allez le voir. Ça dure 45 minutes. Et qui dit, en fait, on est en train de rentrer dans une époque, et ce moment, on est dans un moment charnière, et on quitte une époque qui a duré à peu près 500 ans. Alors, c'est un peu large, mais il faut bien écouter, c'est intéressant, et on est en train de rentrer dans une nouvelle époque. Et en fait, on est à un moment complètement charnière, où finalement, on va quitter un certain type de paradigme, et on va rentrer dans d'autres types de paradigmes. Et c'est cela qu'on doit inventer, créer, faire évoluer, et ça c'est très important. Alors, même si tout ça paraît un peu haut, d'un autre côté c'est bien d'être inspiré par ces pensées-là. Elles ne sont pas exclusives d'ailleurs, elles sont complémentaires. Voilà, et nous, quand je reviens un peu à notre réalité, c'est aussi la manière qu'on a de travailler avec les marques. Alors là, on a, avec Geoffroy et Mélanie, vraiment beaucoup de plaisir. C'est une nouvelle manière d'ailleurs de travailler. Et avec Sandy aussi et l'équipe de Spark News, et ce qu'on a essayé d'inventer, c'est là aussi dans une hybridation un peu originale sur comment est-ce qu'on contribue un peu plus richement
à la création de valeur pour demain, qui est sans doute un peu différente de celle à laquelle on a été habitué. Et ça, je crois que c'est très important, en tout cas nous, de notre point de vue d'agence, de partager ça aussi avec vous tous. Voilà. Et merci à tous les trois pour ça. Sandy, peut-être que toi, tu veux là aussi conclure. Oui, avec plaisir. Alors, une conclusion, en fait, en écoutant Mélanie, Geoffroy, Joël, je repense à des mots que Pascal Desmurger, le patron de la Maïf, a utilisés. Il utilise dans son bouquin, que je vous conseille, mais qu'il utilisait aussi au Club de la transformation positive hier soir. Et ces mots sont importants parce qu'ils traduisent bien la transformation culturelle qu'on doit tous réussir. Le premier, je trouve que vous êtes parfaitement dans la plaque, tous les trois, c'est l'incarnation. C'est-à-dire qu'il faut porter à l'échelle de chaque individu ses valeurs et cette vision et ce changement de paradigme, sinon on n'y arrivera pas. Le deuxième mot, c'est la sincérité. Et là, je pense qu'il n'y a aucun commentaire supplémentaire à délivrer sur ce point, alors que vous nous avez transmis avec sincérité, justement, votre vision. Et le troisième mot, et j'aime beaucoup ce mot, surtout dans la bouche d'un dirigeant et d'un patron, c'est la radicalité. Je pense qu'on l'a bien senti dans les choix que vous opérez, chacun dans vos business respectifs, dans des secteurs différents, dans des entreprises qui ont des histoires et des trajectoires et des récits différents. Mais en tout cas, on sent qu'aujourd'hui, le temps est au changement et au changement radical. Voilà, je voulais finir sur cette parole. Bonne continuation à toutes et tous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci. Bonne journée. Au revoir. Bonne journée, au revoir.